Voilà, donc bienvenue à ce webinaire Recherche Midi co-organisé par l'ADBU et le RESINT, euh, où nous vous proposons d'échanger aujourd'hui autour de intégrité scientifique et bibliothécaire au service commun de l'intégrité scientifique. Euh, et donc c'est un webinaire qu'on vous propose à deux voix, avec donc Roger Guérin et moi-même. Roger, si tu veux te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis professeur des universités à Sorbonne Université et je suis le référent à l'intégrité scientifique, RIS, pour cette petite abréviation de cet établissement depuis novembre 2022. Et puis, depuis septembre dernier, je suis coprésident de l'association avec Claire Lévy-Marchal, qui devait être là, mais qui s'excuse pour des raisons personnelles, ne peut pas assister. Moi, je suis en charge de l'animation interne et elle plutôt des relations extérieures. Voilà, Jean-Marie. Et donc moi, Jean-Marie Barbiche, je suis responsable de la commission recherche et documentation donc de la DBU, l'Association française des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation. Et par ailleurs, je suis directeur adjoint du service commun de documentation de l'Université de Toulouse, responsable du département appui à la recherche et sciences ouvertes. On vous propose de faire ce webinaire en trois temps. D'abord, la présentation du Résint donc par Roger Guérin. Ensuite, le point de vue côté ADBU professionnel des bibliothèques. Et un troisième temps de questions et de réponses libres avec la salle. Voilà, Roger, je te laisse la parole. Oui, donc merci Jean-Marie. Donc une petite diapo introductive ou de rappel de qu'est-ce que c'est que l'intégrité scientifique. Donc c'est les questions de pratique des scientifiques, comment on réalise de la recherche. Donc, avec ce petit graphique, vous avez d'un côté les bonnes pratiques, de l'autre côté les mauvaises, qu'on regroupe dans la notion de fraude avec les trois lettres FFP pour fabrication, falsification et plagiat. Plagiat, c'est copier-coller un texte écrit par quelqu'un d'autre sans comment dire que c'est l'autre personne qui a rédigé, écrit ces textes. Fabrication, falsification, c'est aussi bien des données numériques que des corpus de texte. Enfin, c'est tout type de documents qui peuvent être scientifiques. Puis au milieu, bien, il y a les pratiques douteuses ou questionnables. On parle de zone grise. Il y a une question d'intentionnalité ou de non-intentionnalité de ces pratiques douteuses. En tout cas, bien sûr que l'objectif, c'est que l'ensemble des personnes du monde de la recherche fassent des bonnes pratiques, le soit le plus vert possible si on prend cette échelle. Alors pour les daltoniens, c'est un peu mon cas d'ailleurs, plutôt la partie gauche de ce graphique, qui est coloré en vert, avec une base de reproductibilité des données, c'est ce qu'on parle de fiabilité, l'honnêteté des gens qui font le travail, donc on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Le respect de l'ensemble des personnels, donc ça veut dire qu'on crédite les collègues de leurs travaux, et puis on est tous responsables de l'entièreté du travail auquel on participe. C'est important pour la crédibilité de la communauté, des institutions dont on dépend. Et on est face à des gens qui peuvent parfois mettre en cause la science. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc, un bref historique de l'intégrité scientifique. Alors, je remonte à 92 avec la mise en place aux États-Unis de la première structure. En France, c'est en 1997 que l'INSERM a nommé l'équivalent d'un référent ou d'une référente à l'intégrité scientifique. Ensuite, il y a eu plusieurs manifestations en France d'institutions pour mettre en place des choses. Colorié en bleu, le rapport Corvol, donc d'un professeur du Collège de France missionné par le secrétaire d'État à la recherche de l'époque. Et ça a amené à la création de l'Office, un organisme de l'HRS en charge de l'intégrité scientifique, et puis un rapport
rédigé par un député et un sénateur, et à la mise en place de la loi de programmation de la recherche avec différents textes qui ont découlé, qui ont parfois modifié des choses qui existaient. Donc, je donne les textes, la référence du Code de la recherche de 2023 avec un décret, avec différents articles sur les missions des référents, les missions des opérateurs, et ainsi de suite. Diapo suivante. L'émission globale des référents et référentes à l'intégrité scientifique, je vous donne le nom en anglais qui n'est pas exactement identique, hein. On parle d'intégrité scientifique en français et on parle de Research Integrity en anglais, enfin en américain. Donc, une liste de missions. J'ai souligné en bleu les trois qui me paraissent les principales. Les deux premières sont assez proches. En fait, c'est conseiller, sensibiliser l'ensemble des personnels de l'établissement dont dépend le référent ou la référente à l'intégrité scientifique. Donc, c'est une démarche vraiment d'intégrité scientifique positive où on cherche à conseiller, à faire en sorte que les pratiques soient le plus vertueuses possible. Et puis, bah, il y a un autre volet où là, le RIS ou l'ARIS fait ce travail totalement seul. Alors, c'est pas exactement vrai, puisque dans certaines institutions, il y a des bureaux à l'intégrité scientifique, mais tout de même, c'est sous la responsabilité d'une seule personne qui est le ou la référente à l'intégrité scientifique. Et là, ça a un volet un petit peu plus punitif, entre guillemets, même si dans les faits et dans les textes, le ou la référente à l'intégrité scientifique fait une instruction des manquements à l'intégrité scientifique qu'il peut recevoir et qui concerne son établissement, sachant que cette instruction, elle est à charge et à décharge, et elle est réalisée sans être ni juge ni avocat, c'est-à-dire que ce n'est pas ce référent qui va prendre des décisions finales sur le rapport qu'il rédige. C'est la direction de l'établissement dont il dépend qui prend des décisions sur les suites, les éventuelles sanctions. Diapo suivante. Un petit historique de l'association qui est relativement récente. Elle a existé sous la forme d'un réseau jusqu'en décembre 2022 où ce réseau s'est transformé en association avec l'objectif de faire vivre et que ce réseau, de favoriser les échanges entre les RIS et les soutiens entre les RIS, et puis d'essayer aussi de faire en sorte que l'ensemble de la communauté aille dans le bon sens, donc avec des échanges avec tous les partenaires possibles, donc bien sûr l'Office, mais bien sûr aussi la DBU. Ça fait déjà quelque temps qu'il y avait des discussions, ça a été un peu reporté enfin peut-être un peu de notre faute d'ailleurs, mais bon, l'important c'est que ça commence. Et vous dire que, diapo suivante, je pense que, voilà, vous dire comment ça fonctionne cette association. C'est ouvert à tous les RIS. Il y en a à peu près un peu plus de 180, un peu moins de 190 actuellement, des RIS. Mais cette association est ouverte pas uniquement aux RIS, elle est aussi ouverte aux anciens RIS et puis à toute personne qui souhaite rejoindre et qui serait intéressée à l'intégrité scientifique. Donc les RIS et les anciens, ça serait des membres actifs et puis les extérieurs, ça serait des membres d'honneur. Mais, il faut quand même cotiser dans tous les cas. Le bureau est constitué de 8 personnes et là, vous avez la liste. Je suis donc un des coprésidents avec Claire et puis vous voyez qu'il y a des secrétaires, un trésorier et puis des personnes qui sont en charge de missions ponctuelles. Je vois que j'ai encore laissé une petite faute. Anne Folly, elle prend en charge des missions ponctuelles. Il y a un RIS en charge, c'est une petite faute. Euh, Voilà, diapo suivante. Merci beaucoup. Actuellement, l'association vit avec différentes animations. Il y a des groupes de travail qui existent sur différents sujets. Je souligne les deux premiers, enfin non, le deuxième et le troisième qui se concentrent à la formation des RIS. Une fois, elle est organisée avec l'Office et une autre fois, c'est seulement l'association qui organise ça. Le premier groupe de travail concerne les procédures pour aider les RIS à réaliser les instructions le plus correctement possible et en lien avec les textes de loi. Il y a un nouveau groupe de travail qui est en train de se mettre en place sur les ressources disponibles. On fait ça avec la DBU. Donc, on a envoyé au sein de l'association un appel à candidature pour y participer. J'ai vu qu'il y a quelques RIS qui sont inscrits et qui suivent
ce séminaire, n'hésitez pas à y participer. Il y a d'autres animations, des rendez-vous. Par exemple, le dernier, c'est un professeur de Toulouse, comme Jean-Marie, Guillaume Cabanac, assez connu, je pense, dans le microcosme de l'intégrité scientifique, parce que bah, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour ça. Il a actuellement il a une mission IUF pour travailler sur ça. Il a développé des outils. Diapo suivante, oui, c'est vous dire, et je crois que c'est ma dernière diapo, pour vous dire, ben voilà, quelques idées qui me sembleraient des possibilités de collaboration avec vous, les bibliothécaires. Donc, c'est toutes les questions liées aux publications et à la science ouverte, avec la bibliométrie, la pression publish-or-perish que subissent les gens du monde de la recherche, les questions des éditeurs douteux et prédateurs, le dépôt dans HAL, les questions de médiation scientifique, que ce soit la formation, la communication, les questions de controverse ou de fake science, sachant que c'est pas la même chose, hein, je fais bien la différence. Les questions de l'outil de l'intelligence artificielle qui est un gros souci pour toute notre communauté. Et puis, bah, le groupe de travail que l'on veut mettre en place. Jean-Marie, je te passe la parole. Merci beaucoup. Et je salue au passage Claire Lévy-Marchal qui a pu nous rejoindre, même s'il a une connexion apparemment de mauvaise qualité, mais voilà, elle est bien présente aussi. Merci Roger. Donc je prends la suite pour présenter effectivement la DBU, donc une association qui est un peu plus ancienne que le Résinte, hein, fondée en 1970, avec principalement deux objets, la promotion et le développement de la documentation et des bibliothèques au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche, et puis le dialogue, entretenir le dialogue, la mutualisation, la veille et les échanges entre professionnels dans ce réseau. La présidente actuellement, c'est Sandrine Gropp, qui est directrice du service commun de documentation de l'Université de Montpellier. L'association s'est structurée il y a une quinzaine d'années à peu près en commission pour développer son activité et son travail. Cinq commissions spécialisées à l'heure actuelle, signalement, données et systèmes d'information, pédagogie et documentation, métiers et compétences, pilotage et évaluation, et recherche et documentation, auquel on peut ajouter aussi un groupe de travail consacré à la politique documentaire, qui rassemble un peu plus de collègues que les commissions. Voilà, donc le conseil d'administration qui est composé d'une dizaine de membres, à la fois pilotes de commission et membres du bureau. Les outils de la DBU, il y en a un certain nombre. Au cœur de l'association, il y a ce qu'on appelle le forum, la liste de diffusion qui permet des échanges de pratiques, des échanges d'informations entre professionnels. Le grand rendez-vous annuel de la DBU, c'est le congrès qui a lieu généralement fin septembre, début octobre. Le prochain congrès aura d'ailleurs lieu à Montpellier, début octobre prochain. Un congrès qui permet à la fois aux membres de se retrouver et puis de se réunir dans une journée d'études. Voilà, pour travailler chaque année un thème, un sujet différent. D'autres journées d'études et journées de travail peuvent être organisées tout au long de l'année. Là, dans 2 jours, commenceront les Journées nationales des formateurs à Strasbourg, qui sont là aussi organisées par la DBU. Et puis tout au long de l'année, les différentes commissions portent des webinaires, bah, comme celui qui nous réunit ce matin, organisent des enquêtes, diffusent des argumentaires, des documents de travail pour voilà, alimenter la réflexion du réseau, aider aussi les professionnels dans les établissements. Je précise que comme le Raisin, c'est bien une association de personnes et pas d'établissements. Voilà, une communauté professionnelle. Les développements qui vont suivre s'appuient en partie sur un mémoire NCIB qui date de 2019, qui a été rédigé par Mélissa Defont, qui portait précisément sur bibliothèque universitaire et intégrité scientifique. Quels apports et quelles limites, qui a été rédigé sous la direction d'Alexandre Serre, je crois, qui est aussi parmi nous ce matin. Voilà, et c'est vrai que c'est un document qui est assez utile, assez précieux pour éclaircir le sujet, comment les bibliothèques universitaires peuvent agir ou pas sur ce sujet de l'intégrité scientifique. Euh, Peut-être pour commencer, quelles sont les missions des bibliothèques et en particulier quelles sont les missions qui sont en rapport avec l'intégrité scientifique? Eh bien, en réalité, il y en a beaucoup. L'action des bibliothèques, elle est régie par le Code de l'éducation.
Et parmi les missions qui sont dévolues au service commun de documentation, il y a l'organisation de l'accès à la documentation, documentation qui est un des premiers matériaux de la recherche. Et donc, un des premiers garants de l'intégrité scientifique, c'est de donner accès à de la documentation qui soit fiable, qui soit pluridisciplinaire, voilà, etc. Deuxième mission des bibliothèques, c'est l'organisation de la diffusion, de la production scientifique et de la recherche, avec à la fois des politiques d'acquisition, on va acquérir les travaux universitaires et puis diffuser des travaux originaux, que ce soit des thèses, thèses de doctorat, thèses d'exercice ou mémoire. Mais la diffusion passe aussi par le relais, la diffusion d'articles scientifiques ou d'ouvrages, que ce soit via les archives ouvertes, via des plateformes d'édition ouvertes, avec aujourd'hui un grand développement de la science ouverte, donc de la diffusion aussi large que possible de tous ces travaux. Les bibliothèques contribuent aussi à la sensibilisation à l'intégrité scientifique, puisque dans leur mission, elles ont des missions de formation aux compétences informationnelles, et donc, assez naturellement, dans toutes ces formations qui sont organisées à tout niveau, on va revenir dessus en détail, eh bien, l'intégrité scientifique est l'un des sujets qui est traité par les bibliothèques. Les bibliothèques aussi, qui sont un peu un service commun au cœur de l'université, peuvent aussi orienter vers les instances ad hoc si nécessaire. Mais pourtant, le constat qu'on fait au niveau de la DBU, qu'on fait dans le réseau des professionnels, c'est que les services documentaires ne sont pas toujours identifiés parmi les acteurs principaux de l'intégrité scientifique. Et c'était aussi quelque chose qui était identifié par Mélissa Defont dans son mémoire. Euh, et pourtant, voilà, les services documentaires, au-delà des missions, elles engagent des actions sur l'intégrité scientifique pour soutenir cette cause. D'une part, je l'ai déjà évoqué, mais la sensibilisation des étudiants qui peut commencer dès la licence. C'est-à-dire que lorsqu'on accueille les étudiants de licence, en général, on leur présente les services de la bibliothèque, on leur présente aussi les ressources auxquelles ils ont accès, mais ils sont généralement, dès les premières sessions d'accueil, de formation, de visite, sensibilisés à tout ce qui est plagiat, l'importance de citer ses sources dans leurs travaux universitaires. Et ce sont des formations qui vont crescendo, qui sont de plus en plus spécialisées au fur et à mesure de l'avancement des études, donc avec des formations plus poussées pour les niveaux master et doctorat, où là, les collègues formateurs en bibliothèque vont pouvoir sensibiliser davantage sur les éditeurs prédateurs, la fake science, les enjeux liés à l'IA, etc. Ce dernier enjeu, sensibilisation générale à un usage éthique de l'IA, on le retrouve, il se développe maintenant massivement, il est de plus en plus général à tous les niveaux, parce qu'on voit bien aujourd'hui que le principe, c'est à la fois un formidable outil, mais aussi un vecteur de risque. Pour répondre à la question dans le chat sur la fake science, et effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Fake science, c'est ce qu'a évoqué Roger, notamment quand il évoquait les travaux de Guillaume Cabanac sur le fait aujourd'hui de forger, par exemple, des jeux de données pour forger des articles qui ne soient pas, comment dire, des articles qui seraient pas scientifiquement validés. C'est aussi dans les articles générer des illustrations qui là encore ne seraient pas scientifiquement validées, ce genre de choses en fait. Toutes les petites pratiques facilitées aujourd'hui par la technique qui font en sorte, enfin, qui causent des manquements à l'intégrité scientifique. Sur tous ces sujets, on peut souligner aussi, pour conclure, le rôle des services d'appui à la recherche, qui sont massivement déployés dans les services communs de documentation et qui traitent ces sujets, qui sont bien souvent d'ailleurs des interlocuteurs réguliers et identifiés de la recherche. Voilà, et je vois que, il y a pas mal de rebonds dans le chat sur la notion de fake science. Merci beaucoup, Renaud, merci Guillaume, pour tous ces apports. Les bibliothèques peuvent aussi être sollicitées par les référents à l'intégrité scientifique en cas de fraude avérée, avec notamment des avis juridiques sur des publications douteuses, frauduleuses, des questions qui peuvent être un peu ciblées sur, par exemple, là, les licences de diffusion
des articles, les subtilités liées à certaines licences ouvertes particulières, ou plus généralement sur le droit d'auteur. Lorsqu'il s'agit aussi d'engager des démarches vers des éditeurs sur de la rétraction d'articles, par exemple, ou ce genre de choses, les bibliothèques peuvent être sollicitées pour aider des risques qui parfois ne connaissent pas forcément directement les interlocuteurs ou les circuits à activer. Les bibliothèques peuvent aussi intervenir, donner des conseils sur des dépôts en archives ouvertes. Là, j'ai un témoignage sur mon établissement il y a quelques années. On avait été sollicité pour une usurpation d'identité, un article qui avait été déposé dans une archive ouverte, mais visiblement, attribué à un auteur de chez nous. Visiblement, c'était pas lui qui l'avait rédigé. Et donc, on a été sollicité pour intervenir sur ce cas ou sur des thèses aussi, là encore, puisque comme ce sont des bibliothèques qui gèrent la chaîne de traitement et d'archivage des thèses en lien avec l'ABES, les services communs de documentation sont des interlocuteurs de premier niveau pour répondre aux questions liées à des manquements repérés ou supposés sur des thèses. Quels sont les freins à l'implication des bibliothèques? Il y en a plusieurs qui, là encore, avaient été bien identifiés par Mélissa Defont et qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. D'une part, la nécessité de monter en compétence sur le sujet, puisqu'on arrive assez vite à des compétences, qu'elles soient techniques ou juridiques, par exemple, qui peuvent dépasser les compétences naturelles des bibliothécaires. Les bibliothèques ont aussi un positionnement un petit peu atypique puisque aujourd'hui la lutte contre la fake science, euh, pour l'intégrité scientifique, s'appuie beaucoup sur la communauté des pairs, hein, entre chercheurs, le principe de peer reviewing, etc. Et du coup, les bibliothèques sont un petit peu à l'écart de ce système-là. Et donc, on peut se sentir illégitime à intervenir sur des questions dans lesquelles des questions de recherche, des questions pointues, parfois très très techniques, très très fines, voilà, qui sont pas notre cœur d'activité. Par ailleurs, c'est vrai que parfois, on peut avoir le sentiment dans les services documentaires de prêcher un peu dans le désert, c'est-à-dire que on n'est pas forcément entendu sur ce qu'on a à dire sur l'intégrité scientifique. Une autre difficulté, c'est que il y a de grandes différences en fait disciplinaires hein, sur ces sujets d'intégrité scientifique d'une communauté à l'autre. Il y a des subtilités à maîtriser pour savoir comment intervenir de façon ajustée lorsqu'il y a non pas des fraudes, mais en tout cas dans ce périmètre de la zone grise que présentait Roger tout à l'heure. Il faut aussi assurer une veille constante, hein, puisque, et surtout avec les technologies aujourd'hui, on voit bien que la créativité des fraudeurs n'a pas de borne. Et donc là encore, les bibliothèques doivent faire un effort renouvelé pour actualiser leurs connaissances, faire une veille sur les outils, les fraudes avérées, et les relayer ensuite dans leurs actions de formation et de sensibilisation. Et puis, évidemment, les bibliothèques sont un peu en dehors du champ de la chaîne qui a été mise en place avec les RIS, hein. Et donc, il n'y a pas de levier d'action contraignant. On n'intervient pas, par exemple, dans l'évaluation des équipes, évidemment, sur ça. Ceci dit, certains de ces freins peuvent aussi être des atouts par rapport à l'implication des bibliothèques, parce que même si on n'est pas dans la recherche, eh bien, on est en général, on a justement du recul par rapport aux communautés et on peut aussi mettre en avant une position de neutralité par rapport aux enjeux qu'il peut y avoir au sein d'une équipe de recherche, par exemple. Les bibliothèques travaillent aussi dans les missions de médiation entre la recherche, les experts et la société. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, le lien science-société et qui nourrit en fait aussi ce travail autour de l'intégrité scientifique. On a développé, notamment par nos services d'appui à la recherche, appui à la recherche et sciences ouvertes, des relations de proximité avec de nombreux acteurs. Donc, on est quand même un acteur, encore une fois, assez central dans les communautés universitaires. Et ça peut faciliter, là encore, la mise en place de formations, le relais de sensibilisation et de choses comme ça. Par ailleurs, les bibliothécaires ont, je pense, des compétences reconnues sur tout ce qui est publication, édition scientifique, une montée en compétences très rapide sur tout ce qui est outils d'intelligence artificielle et sur les bonnes pratiques en général. Et voilà, là aussi, c'est quand même un atout pour asseoir notre discours. Et puis, on l'a déjà pas mal évoqué, hein, tout ce qui est formation doctorale, sensibilisation. Là encore, je pense que le rôle des bibliothèques aujourd'hui n'est pas remis en cause, il est unanimement partagé.
Et là encore, je pense qu'il y a un souhait de la communauté de mettre tous ces atouts au service de l'intégrité scientifique.